Salut à tous, aujourd'hui nous allons explorer la vie de célèbres maîtresses controversées de l'histoire. Derrière le glamour, la richesse et l'attention royale se cachèrent des histoires de scandales, de manipulations, de trahisons et de chagrins. Ces femmes fascinaient les rois, les nobles et les hommes puissants, mais leur vie en tournait un souvent au drame. Des romances dramatiques aux chutes dévastatrices, voici 5 femmes tristement célèbres dont la vie a eu des conséquences extraordinaires. Gladys Deacon était célèbre comme l'une des grandes beautés du tournant du XXe siècle. Mais sa vie a pris une tournure tragique, dominée par les résultats désastreux d'une chirurgie plastique expérimentale, une vie amoureuse chaotique et une santé mentale qui s'est progressivement détériorée. Accompagnez-moi pour explorer son histoire. Gladys Mary Deacon est née le 7 février 1881 à l'hôtel Brighton à Paris. Elle était l'aînée des 5 enfants d'Edward Parker Deacon et de Florence Mary Deacon. Edward était issu d'une famille riche et autrefois très distinguée de la ville de Boston, aux États-Unis. Florence était la fille du contre-amiral Charles Henry Baldwin, un commandant de la marine qui avait servi lors de la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848 et de la guerre de sécession de 1861 à 1865, acquérant la réputation d'être l'un des meilleurs commandants de la marine américaine. Edward et Florence se sont mariés à la fin du printemps 1879 et Gladys est née moins de 2 ans plus tard. La jeunesse de Gladys fut très mouvementée, principalement à cause du comportement de ses parents. Malgré leur progéniture grandissante, leur union n'était pas heureuse et, au fil des années, cela a conduit à des infidélités. Une de ces infidélités a finalement été fatale. Au printemps 1892, juste après le 11e anniversaire de Gladys, son père a tiré et tué Émile Abbé. L'amant de sa femme, dans un appartement de l'hôtel Splendide, dans la ville de Cannes, sur la côte d'Azur, que Florence et Émile avaient loué. Édouard était arrivé là sans prévenir et après avoir entendu sa femme et son amant parler dans la chambre, il a convaincu le personnel de l'hôtel d'ouvrir la porte avant d'abattre Abbé. C'était une époque où l'argent et l'influence pouvaient facilement écarter une accusation aussi grave que le meurtre, et Édouard a réussi à faire réduire l'affaire à une accusation d'homicide involontaire, pour laquelle il n'a été condamné qu'à 1 an de prison. Il a ensuite été gracié par le gouvernement français. À ce moment-là, Gladys a été brièvement envoyée dans un couvent, d'où sa mère l'a pratiquement enlevée quelques semaines plus tard pour s'assurer qu'elle ne retombe pas sous la garde de son père. Peu de temps après, les parents de Gladys ont divorcé. Elle a été forcée de retourner en Amérique pour vivre avec son père dans sa région natale de la Nouvelle-Angleterre. Pendant cette période, elle a été éduquée au Howard Seminary dans le Massachusetts. La santé mentale de son père s'est détériorée au cours des années qui ont suivi et en 1899, il a été interné à l'hôpital Maclean pour les aliénés en Nouvelle-Angleterre. Il est décédé 2 ans plus tard, en 1901. À ce moment-là, Gladys et ses 3 autres frères et sœurs survivants ont hérité chacun d'un quart d'un patrimoine considérable. À cette époque, Gladys et ses frères et sœurs étaient retournés en Europe pour vivre avec leur mère en France, bien qu'ils se rendaient également régulièrement en Italie et en Angleterre. Au moment où son père a été interné, Gladys était en train de devenir une belle jeune femme, qui a été dessinée et peinte par de nombreuses figures célèbres de la Belle Époque à Paris. Le célèbre écrivain français Marcel Proust a dit d'elle « Je n'ai jamais vu une jeune fille d'une telle beauté, d'une intelligence si remarquable, d'une telle bonté et d'un tel charme. » En conséquence, elle a été liée sentimentalement à de nombreuses personnalités de la noblesse d'Europe occidentale à partir de la fin des années 1890, y compris le prince héritier de Prusse. L'une de ces relations fut très significative. En 1897, alors qu'elle n'avait que 16 ans, Gladys avait été invitée à visiter le palais de Blenheim en Angleterre, la résidence familiale des Spencer-Churchill, dont le chef était Charles Spencer-Churchill, 9e duc de Marlborough. En 1895, Marlborough avait épousé Consuelo Vanderbilt, une héritière américaine immensément riche, issue de la fortune familiale des Vanderbilt dans les chemins de fer et l'acier, sauvant ainsi les Spencer-Churchill d'une situation financière chronique dans laquelle ils se trouvaient à l'époque. Cependant, bien que l'union de Marlborough et Vanderbilt ait été bénéfique d'un point de vue financier et social, ce n'était pas une union heureuse.
Et à mesure que Gladys faisait davantage connaissance avec Marlborough, elle s'est rapidement engagée dans une liaison extra-conjugale avec le duc, une relation qui allait durer plus de 2 décennies avant que le duc et sa première épouse ne divorcent. Le début des années 1900 fut également marqué par l'implication de Gladys dans l'un des premiers cas célèbres de chirurgie esthétique ratée au monde. En 1903, alors qu'elle n'avait que 22 ans, et malgré sa beauté reconnue, Gladys a subi une forme précoce de chirurgie esthétique, au cours de laquelle de la paraffine a été injectée dans son nez et le contour de sa mâchoire, pour leur donner des contours plus nets. Ce précurseur précoce des injections de Botox a été un échec. La paraffine dans le contour de sa mâchoire s'est accumulée autour de son menton, où elle a formé de grosses bosses qu'elle a gardées jusqu'à la fin de sa vie. Malgré ce revers, elle est restée une personnalité de grand intérêt pour la haute société du début du XXe siècle. Elle était extrêmement cultivée, mais aussi insaisissable. Par exemple, elle pouvait être aussi sociable que recluse, et il lui arrivait souvent de rechercher la compagnie d'écrivains et de peintres avant d'abandonner soudainement tout intérêt pour ses amitiés, apparemment sans raison. Plusieurs de ces amitiés ont abouti à ce que son portrait soit peint au fil des années, notamment par Giovanni Boldini, un célèbre artiste italien du début du XXe siècle pour qui Gladys a posé en 1901, et un autre portrait, réalisé à peu près à la même époque, est de John Singer Sargent, un expatrié américain considéré comme l'un des principaux portraitistes en Angleterre dans les années 1900. Il a peut-être été peint après la chirurgie esthétique ratée de Gladys, car elle y apparaît avec un voile autour du bas du visage. Malgré sa chirurgie esthétique ratée, sa relation avec le duc de Marlborough s'est poursuivie tout au long des années 1900 et 1910. Pendant toute cette période, le mariage du duc était en réalité une relation ouverte, et Consuelo avait elle-même une liaison avec un Français du nom de Jacques Balzan, un des premiers pionniers de l'aviation européenne. Finalement, en 1921, Consuelo et le duc ont accepté de divorcer, pour poursuivre leurs autres relations. Consuelo épousa bientôt Balsan, tandis que Gladys et le duc de Marlborough se marièrent à Paris plus tard cette année-là, le 25 juin. Fait curieux, le mariage de Gladys et du duc, après 20 ans de relations semi-clandestines, ne s'est pas révélé heureux. Dans les années 1920, Gladys, qui avait alors la quarantaine et approchait de l'âge où l'état psychologique de son père avait commencé à se détériorer, commença elle-même à développer de graves problèmes de santé mentale. La mère de son père avait également souffert d'instabilité mentale dans ces dernières années. Cette composante génétique de ses problèmes de santé mentale était aggravée par la défiguration à vie causée par sa chirurgie esthétique ratée, ainsi que par l'incapacité pour elle et Marlborough d'avoir des enfants. En conséquence de tout cela, la relation entre le duc et Gladys devint de plus en plus tendue à Blenheim Palace. Il faut dire que Gladys était en grande partie responsable de ces tensions. Tout d'abord, elle a insisté pour faire peindre de grands tableaux de ses yeux au-dessus des principaux portiques et des portes du palais. Elle a ensuite développé une obsession pour l'élevage des épagnols de Blenheim. La passion excessive de sa femme pour l'élevage de chiens a manifestement déplu au duc. La situation s'est encore détériorée à partir de 1927, après la conversion du duc au catholicisme romain. À la fin des années 1920, elle était connue pour garder un revolver à son chevet la nuit, au cas où le duc, qui dormait alors dans une autre suite de chambres, tenterait de lui rendre visite. Une fois, lors d'un dîner à Blenheim, Gladys est descendue pour le dîner avec un pistolet et l'a posé sur la table à côté d'elle, lorsqu'elle s'est assise devant les invités réunis. Lorsqu'un visiteur intrépide lui a demandé ce qu'elle faisait avec le revolver, Gladys a répondu, je cite, « Je ne sais pas, je pourrais simplement tirer sur Marlborough ». Elle était également connue pour parler de son mari en des termes émasculants, affirmant qu'elle avait épousé une maison plutôt qu'un homme. Au début des années 1930, Marlborough en avait manifestement assez du comportement de plus en plus erratique de sa femme. Il a brièvement quitté Blenheim en 1931, mais seulement le temps de préparer l'éviction de Gladys du palais. En 1933, il a renvoyé tout son personnel et lui a dit de partir. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir.
En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Leur mariage était effectivement terminé, bien qu'ils n'aient jamais divorcé, car Marlborough est mort prématurément à l'été 1934, alors que les papiers de divorce étaient encore en train d'être déposés. Gladys n'était pas sans moyen de subvenir à ses besoins financiers après sa séparation de Marlborough. Elle s'installa avec ses nombreux chiens dans une résidence dans le nord de l'Oxfordshire, puis vécut entre cette maison et une autre à Grange Farm à Chatham, dans le Northamptonshire. Cependant, son comportement continua de s'aggraver. À un moment donné, pendant sa séparation d'avec Marlborough, lorsqu'un journaliste l'a approchée et interrogée, elle lui a renversé un seau d'eau sur la tête. Plus généralement, Gladys devint de plus en plus recluse à partir du milieu des années 1930. Elle était suffisamment riche pour pouvoir se couper du reste du monde et s'entourer essentiellement de ses nombreux animaux de compagnie. Selon les biographes, sur la base de témoignages de personnes l'ayant connue dès le milieu des années 1930, elle est devenue de plus en plus fanatique. Qui se plaisait à se remémorer sa jeunesse au sein de la communauté artistique et de la haute société de Paris, Londres et Rome. Pendant cette période, elle avait connu des personnalités comme Marcel Proust, le peintre impressionniste Claude Monet et le sculpteur Auguste Rodin. Cependant, dans les années 1950, son comportement était devenu suffisamment erratique pour que les autorités ne puissent plus l'ignorer. Par exemple, elle appelait parfois en pleine nuit des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des décennies, voire des inconnus. Elle était également connue pour menacer de tirer sur les enfants du coin qui tentaient de prendre des pommes dans son verger et, à un certain moment, la communauté locale a commencé à craindre qu'elle ne mette réellement ces menaces à exécution. Ainsi, en 1962, elle a été internée au St Andrews Psychiatric Hospital. Là-bas où elle est restée une patiente curieuse, continuant de s'intéresser au vaste monde de la politique et de la société, tout en tenant un journal intime. Toutes ces choses donnaient l'impression qu'elle était parfaitement lucide, mais son comportement pouvait devenir difficile tout aussi rapidement. Gladys Deacon est finalement décédée au St Andrews Psychiatric Hospital le 13 octobre 1977 à l'âge de 96 ans. Elle a été enterrée au cimetière de l'église de Chatham, Northamptonshire. L'histoire de Gladys a été racontée de nombreuses fois au fil des années, notamment dans une biographie de Hugo Vickers et dans des versions romancées de sa vie, comme dans les romans Je te verrai à Paris de Michel Gable et Mort à Blenheim de Robin Page. Aujourd'hui, le visiteur du palais de Blenheim peut encore voir ses yeux peints observer les invités depuis le haut des portes, tandis qu'une paire de sphinx en pierre se trouve dans la cour. Celles-ci ont été commandées pour marquer son installation à Blenheim en tant que seconde épouse du duc au début des années 1920, dans un mariage qui promettait beaucoup, mais qui a si peu tenu ses promesses. À l'été 1904, la ville de New York était en effervescence à cause d'un scandale. Le millionnaire John Platt a accusé Anna Elias, une femme noire recluse au passé mystérieux, de l'avoir fait chanter pour 685 000 $, soit près de 30 millions de dollars aujourd'hui. Cela a fait de Anna Elias sans doute la femme noire la plus riche et la plus tristement célèbre d'Amérique. Rejoignez-moi pour explorer son histoire.
La date de naissance exacte de Hannah Elias est inconnue, mais elle est née à Philadelphie en 1865, l'année où la guerre de sécession a pris fin. Son père était Charles Elias, un cuisinier et traiteur marié à Mary Elias. Charles était d'origine afro-américaine et amérindienne, et la mère de Hannah, Mary, avait également la peau très claire. Cela a fait que Hannah avait un teint de peau plus clair, ce qui a joué un rôle dans sa vie plus tard, comme nous le verrons. Hannah a grandi dans une famille très nombreuse. Elle était l'un des 9 enfants de ses parents. Ils vivaient dans ce qui était alors considéré comme le quartier le plus riche de la ville pour les Afro-Américains, bien que la taille de leur famille fasse que, même si Charles gagnait bien sa vie, ils étaient loin d'être riches. Néanmoins, la famille était bien considérée et gravissait régulièrement l'échelle socio-économique. Charles les installa finalement dans une maison plus grande, dans un quartier où vivaient des avocats de Philadelphie et d'éminents hommes d'affaires noirs. Elle et ses frères et sœurs allaient à l'école publique et ont reçu une éducation décente. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur l'enfance de Hannah. Ce n'est qu'au mariage de sa sœur Hattie, qui a eu lieu en 1884, alors que Hannah avait environ 19 ans, que son histoire commence réellement. Avant le mariage, Hannah avait commencé à travailler chez une femme riche du nord de Philadelphie. On découvrira plus tard qu'avant le mariage de sa sœur, Hannah avait décidé d'emprunter une robe coûteuse dans la garde-robe de son employeuse. Au mariage de Hattie, beaucoup ont remarqué combien la robe de Hannah était somptueuse et raffinée. Elle était, pour citer un des invités, la reine de la soirée. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Peut-être qu'Hannah avait l'intention de remettre la robe à l'endroit d'où elle l'avait prise et espérait que ses actes passeraient complètement inaperçus. Cependant, quelques jours plus tard, avant qu'elle ne retourne au travail, des policiers se sont présentés chez les Elias et ont arrêté Hannah. Son employeur avait remarqué que la robe manquait et s'était rendu compte que cela ne pouvait être qu'Hannah qui l'avait prise. À cette époque, les Afro-Américains ne bénéficiaient pas vraiment de véritables garanties d'une procédure équitable aux États-Unis s'ils étaient soupçonnés d'avoir commis un crime contre une personne blanche. Ce même soir, Hannah fut rapidement traduite devant un tribunal et reconnue coupable de vol. Elle a été condamnée à 4 mois de prison à la prison de Moyamensing, à Philadelphie. Là-bas, elle a été enfermée avec une quarantaine d'autres femmes. Le reste de la prison était occupé par des hommes, dont beaucoup étaient là pour des crimes violents et indicibles. Elle allait purger ici la totalité de sa peine de 4 mois, et c'est à ce moment-là que sa vie allait prendre un tournant sombre. La première rencontre de Hannah avec le crime a marqué sa vie. Lorsqu'elle a terminé sa peine et a essayé de rentrer chez elle, son père n'a plus voulu qu'elle vive avec le reste de la famille. Sans argent et sans endroit où vivre, elle est partie vers le nord, à New York. Là-bas, elle a rapidement commencé à subvenir à ses besoins de la seule manière qui lui venait à l'esprit sur le moment. Elle est devenue prostituée. C'était dans le quartier du Tenderloin de la ville, une partie de New York qui comptait de nombreux hôtels et où les filles de joie se rassemblaient chaque la nuit. Ce n'était pas un début facile ici pour Hannah. Elle est tombée enceinte en 1885 et a donné naissance à une fille nommée Clara au début de 1886 qu'elle a fait adopter. Peu de temps après, elle a seulement été traduite en justice pour prostitution et a été condamnée à 1 mois de prison sur Roosevelt Island, dans l'East River. Hannah est sortie assez rapidement et elle est vite devenue habile dans la manière de gérer ses affaires. Elle a également commencé à prétendre qu'elle était cubaine en raison de sa peau plus claire. Hannah gagna vite de quoi louer un logement et subvenir à ses besoins. Elle continuerait ainsi encore de nombreuses années. Elle a eu tellement de succès qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent supplémentaire et à acheter des propriétés qu'elle a louées pour compléter ses revenus. Nombre de ces propriétés étaient situées au nord de Manhattan, au-dessus de Central Park, autour de ce qui est aujourd'hui Harlem. Ce n'était pas encore une communauté afro-américaine, et de nombreuses anciennes familles new-yorkaises vivaient toujours dans ce qui avait été fondé à l'origine comme une colonie hollandaise au XVIIe siècle. Hannah partageait son temps entre une résidence à Manhattan et une somptueuse maison de plage dont elle était propriétaire à Far Rockaway, près d'Atlantic Beach sur Long Island, toujours dans le Queens. Au début des années 1900, elle vivait dans le luxe, entourée d'une femme de chambre, d'un majordome et de tout un personnel de maison.
Mais les rumeurs sur sa fortune devenaient de plus en plus insistantes, et bientôt la vérité sur sa richesse allait éclater dans l'un des plus grands scandales de New York. Peu de temps après son arrivée à New York en 1885, Hannah avait reçu la visite de John R. Platt. À l'époque, c'était un homme d'affaires new-yorkais aisé, âgé d'une soixantaine d'années. Né en 1820, il avait fait fortune dans la vente de verre plat. Cette première visite s'est rapidement transformée en une liaison plus fréquente après que Platt ait de nouveau croisé Elias à Manhattan en 1887. Avant les téléphones portables et la communication moderne, alors que les femmes du Tenderloin changeaient souvent d'adresse pour échapper aux descentes de police, Hannah et son amante avaient, comme beaucoup, trouvé un moyen secret de rester en contact. En utilisant les noms de Bessie et Papa, elle plaçait des annonces codées dans la rubrique des petites annonces d'un journal new-yorkais, des messages qui révélaient où elle se trouverait chaque soir. Les nuits de Hannah et John n'étaient pas qu'une aventure passagère. Leur liaison secrète allait durer des années. John Platt était un homme marié et une personnalité bien connue à New York. La discrétion était essentielle, et il appréciait le fait que Hannah soit très discrète. Platt a rapidement commencé à lui donner de l'argent, beaucoup d'argent. Des récits ultérieurs suggèrent qu'il a commencé à lui donner entre 2000 et 6000 dollars par mois, ce qui équivaut aujourd'hui à une somme comprise entre 70 000 et 210 000 dollars. Il lui a aussi conseillé d'investir cet argent dans l'immobilier et les actions. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne riche, finissant par devenir l'une des femmes les plus riches du monde, peut-être la femme noire la plus riche des États-Unis. L'un des premiers investissements de Hannah, conseillé par John Platt, fut une maison près de la demeure familiale de celui-ci, où elle loua des chambres. Une nuit, en 1895, Platt vint lui rendre visite. Un locataire, Cornelius Williams, un homme noir qui y vivait à l'époque, ouvrit la porte, irrité. Lorsque Platt, utilisant son alias Monsieur Green, demanda si les gens étaient là, Williams lui claqua la porte au nez. Plus tard, il demanda à une domestique qui était cet homme. Elle répondit que c'était Monsieur Green. Quelques semaines plus tard, Elias mit Williams à la porte de la maison. Il était devenu obsédé par elle, et l'expulsion l'a profondément affecté. Convaincu que le mystérieux Monsieur Green était responsable, il est parti furieux et a juré de se venger. 8 ans plus tard, par un froid après-midi de novembre 1903, Andrew Aswell Green, le génie discret derrière Central Park et la bibliothèque publique de New York, rentrait chez lui après un déjeuner en famille. Alors qu'il s'approchait de son perron, Cornelius Williams l'attendait, paranoïaque, délirant et toujours obsédé. Prenant Green pour Platt, Williams sortit un revolver et tira. Green s'effondra là où il se trouvait, sans jamais savoir qu'il deviendrait la victime tragique d'une vendetta qui n'avait rien à voir avec lui. Cornelius Williams fut ensuite jugé, déclaré fou, et passa le reste de sa vie dans un asile d'aliénés. En 1890, Hannah avait épousé un cheminot afro-américain nommé Christopher Smith, mais malgré ce mariage, sa relation avec Platt continua. Smith finit par partir en 1897, affirmant qu'il trouvait la relation de sa femme avec Platt intolérable. Pour faire taire Smith, John a secrètement réglé les problèmes juridiques en coulisses, puis il a donné encore plus d'argent à Hannah pour s'assurer que tout reste caché. À ce moment-là, la propre femme de Platt était décédée, et il ne perdit pas de temps pour acheter à Hannah une belle maison de ville près de Central Park afin de pouvoir la voir plus souvent. Mais au fil des années, Platt devint de plus en plus inquiet. La culpabilité, la cupidité ou la peur, quelque chose se tordait en lui, et lorsqu'il a finalement craqué, leur romance secrète et passionnée allait éclater et devenir l'un des scandales les plus fous que New York ait jamais connus. La relation de Hannah avec Platt serait à peine connue aujourd'hui si ce n'étaient des événements extraordinaires qui ont commencé à l'été 1904. À cette époque, Platt a intenté une action en justice contre Hannah, l'accusant de lui avoir extorqué une somme énorme au fil des années pour garder le silence sur sa première visite chez elle. Avec le temps, la somme d'argent en jeu était devenue stupéfiante. Platt a affirmé qu'au total, Hannah lui avait extorqué un peu plus de 685 000 dollars par chantage. Calculer la valeur historique de l'argent peut être compliqué, surtout sur de longues périodes avec des économies changeantes. Néanmoins, on peut conclure que le montant dans ce cas équivaut à peu près à 30 millions de dollars aujourd'hui.
L'énorme somme d'argent a attiré l'attention des New-Yorkais, et pendant des mois, les journaux ont rapporté avec enthousiasme chaque rebondissement de l'affaire. Platt a donné une excuse originale pour expliquer comment il a commencé à fréquenter Elias. Il a insisté qu'il n'était pas allé la voir comme femme de plaisir. Non, selon lui, tout a commencé à la fin des années 1880, lorsqu'il serait soi-disant entré par hasard dans un salon de massage qu'elle dirigeait, cherchant simplement à soulager un mauvais cas de rhumatisme, et non pour quelque chose de plus intime. Il a ensuite affirmé qu'il lui avait rendu visite de nouveau dans les années 1890 et avait commencé à l'aider financièrement pour ouvrir une pension. Ensuite, selon Paul Platt, il était devenu la victime involontaire de sa méchanceté. Anna, affirmait-il, avait commencé à le faire chanter. S'il ne continuait pas à lui donner de grosses sommes d'argent, elle irait voir sa famille et prétendrait que, depuis de nombreuses années, il lui rendait visite pour des nuits de passion. Platt était un membre éminent de la communauté d'affaires de New York, et la police a pris ses déclarations au sérieux. Anna a refusé de coopérer. Lorsque la police l'a d'abord approchée, elle a refusé de venir pour être interrogée. Ils ont alors envahi sa maison de ville et saisi tout ce qu'ils pouvaient retrouver qui, selon eux, pouvait être lié à l'affaire. Elle a été emmenée à la prison des Tombs dans le sud de Manhattan, un endroit tristement célèbre pour son atmosphère lugubre et inhospitalière. Anna a passé plusieurs jours tendue derrière les murs froids de la prison, mais ensuite, dans un retournement de situation stupéfiant, elle a été soudainement libérée. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve soutenant son accusation de chantage contre Anna. Malgré les sommes faramineuses en jeu, il s'est avéré que Platt avait remis l'argent de son plein gré, année après année. Dans les semaines qui ont suivi, il est devenu évident que Platt n'avait engagé la procédure sans grande conviction. La véritable pression venait de sa famille. Après avoir découvert la fortune qu'il avait discrètement donnée, la panique s'est installée. Ce qu'il croyait être un grand héritage avait presque tout disparu, et il cherchait en quelqu'un à blâmer. Après que Platt ait retiré les accusations, une fois que la police n'a rien trouvé pour les étayer, sa famille a pris les choses en main, traînant Anna devant le tribunal civil pour récupérer l'argent. Mais comme auparavant, ils sont repartis les mains vides. Au début de 1905, l'affaire a commencé à s'essouffler, et Anna a été innocentée. Tout cet épisode avait été étrange, et montrait les enjeux raciaux à New York au début du XXe siècle. Par exemple, les journaux qui couvraient l'affaire semblaient plus intéressés par les origines raciales de Anna que par l'affaire elle-même, et certains sont même allés jusqu'à suggérer qu'elle était une femme née à l'étranger. Le milieu des années 1900 a marqué le pic de la migration européenne vers New York, et les gros titres sensationnalistes sur une prostituée étrangère escroquant un vieil homme de 80 ans sans défense se sont répandus comme une traînée de poudre. Le scandale a révélé les profondes peurs et suspicions de la ville face à la montée des nouveaux arrivants qui bouleversaient leur monde. Anna a vécu de longues années à New York. Elle vivait des loyers provenant des nombreuses propriétés qu'elle possédait à Harlem, et elle a fini par déménager elle-même dans le nord de Manhattan, où elle pouvait vivre avec plus d'anonymat après la célébrité non désirée qu'elle avait acquise en 1904. Platt est décédé en 1908 et a laissé derrière lui une succession évaluée à $10 000, soit environ $350 000 aujourd'hui, une somme dérisoire comparée à sa fortune autrefois immense. Sans surprise, rien n'a été laissé à Anna, et elle n'a pas assisté aux funérailles. Dans les années 1910, elle a participé à diverses transactions immobilières à Harlem, alors que le quartier commençait à se développer comme un refuge pour les Afro-Américains aisés, en prélude à la renaissance de Harlem des années 1920. Cependant, Anna a vu peu de cette explosion de la culture afro-américaine dans la région. En 1923, épuisée par sa réputation sulfureuse persistante à New York, et peut-être pour éviter plusieurs poursuites judiciaires liées à son passé financier douteux, elle décida de partir définitivement. Elle et son majordome, un Japonais nommé Kato, embarquèrent sur un navire pour l'Europe et ne revinrent jamais. Anna s'installa alors en France. Ce qui s'est passé par la suite est source de mythes. Une histoire raconte qu'elle est morte à Paris. Une autre affirme qu'elle est décédée dans le luxe sur la Côte d'Azur à la fin des années 1920. Ce fut une fin haute en couleurs pour une vie haute en couleurs. Un jour à Paris en 1900, un émissaire d'un certain roi entra dans une maison close de la capitale française. Elle agissait au nom de son employeur, Léopold II, âgé de 64 ans. La jeune fille qu'il recherchait était Caroline Lacroix, âgée de seulement 16 ans.
Cela marqua le début de l'une des liaisons royales les plus scandaleuses d'Europe, qui ferait de Lacroix la femme la plus détestée de Belgique et une multimillionnaire par la même occasion. Alors, explorons son histoire. Bien qu'elle soit principalement connue aujourd'hui sous le nom de Caroline Lacroix, la femme qui allait devenir la maîtresse du roi de Belgique est en réalité née sous le nom de Blanche Célia Joséphine de Lacroix. Le 13 mai 1883 dans la ville de Bucarest, dans le royaume de Roumanie. Son père était un homme nommé Jules de Lacroix, tandis que sa mère s'appelait Catherine Joséphine Sabile. Les détails de sa jeunesse sont limités et ont pris une sorte de dimension mythique en raison de ce qui s'est passé plus tard dans sa vie. Une histoire affirme qu'elle était le 13e enfant de ses parents. D'autres suggèrent que son père était un diplomate français en poste à Bucarest au moment de la naissance de Blanche, tandis que certains le décrivent plus modestement comme concierge à la légation française de la ville. D'autres sources suggèrent qu'en plus de son travail, il se lançait dans des affaires opportunistes en Roumanie, un pays dont la richesse pétrolière le rendait économiquement important alors que l'Europe s'industrialisait. Quelle que soit la vérité, il semble certain que la famille n'a pas fait fortune. Blanche a dû travailler comme serveuse de bar dans sa jeunesse, et à la fin des années 1890, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle travaillait dans une maison close. Là-bas, elle a commencé à se faire appeler Caroline. Il était assez courant dans le Paris de la Belle Époque que quelqu'un exerçant ce métier utilise un pseudonyme, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'attire l'attention de certaines personnalités très importantes. De toute évidence, Caroline s'était déjà fait une réputation dès 1900, alors qu'elle approchait de son 17e anniversaire. Et c'est justement à cette époque que Léopold II roi des Belges, depuis 1865, était en visite dans la capitale française. À cette époque, Caroline était la maîtresse d'Antoine-Emmanuel Duriau, un ancien officier militaire français de 18 ans, son aîné. Duriau jouait également le rôle de ce que nous appellerions aujourd'hui un proxénète, quelqu'un qui organisait des rencontres entre elle et des clients fortunés. Ils formaient un couple étrange. Duriau avait un problème de jeu, et même si elle rapportait de l'argent, ils étaient constamment en retard sur leurs factures en séjournant dans le luxueux Élysée Palace dans la capitale. C'est à ce moment-là que Léopold visitait la France et entendit parler de Caroline Lacroix. On la décrivait comme étant d'une taille supérieure à la moyenne, avec des formes généreuses mais gracieuses, un beau teint et une abondante chevelure châtain. Intrigué, il envoya alors un de ses employés à l'Élysée Palace où elle déclara « Madame, je suis envoyé vers vous par un monsieur qui vous a remarqué. C'est un personnage de très haut rang, mais sa position élevée m'oblige à taire son nom. » Une rencontre avec Léopold fut organisée dès le lendemain. Selon les mémoires de Caroline qu'elle publia des décennies plus tard, elle devint immédiatement la maîtresse de Léopold, car il l'invita à voyager avec lui en Autriche. Après la première rencontre, un accord fut conclu selon lequel Duriau fut indemnisé. Une fois que la nouvelle de la relation a fuité, l'implication de Léopold avec Delacroix est rapidement devenue un scandale public. Bien qu'il ait eu d'autres maîtresses auparavant, ce qui lui valut le surnom de roi des Belges et des belles femmes, sa liaison avec Caroline était différente de toutes les autres. Pour commencer, c'était une roturière fière, au tempérament emporté et peu instruite, qui avait travaillé comme prostituée, alors qu'il avait près d'un demi-siècle de plus qu'elle. Léopold était également toujours marié à son épouse depuis longtemps éprouvée, Marie-Henriette d'Autriche, avec qui il avait eu 4 enfants, 3 filles encore en vie et un fils décédé dans son enfance. Marie-Henriette mourut en septembre 1902, mais pendant les 2 premières années et demie où le roi fréquentait sa maîtresse adolescente, il était un homme marié. Même avant la mort de la reine, le rôle de Caroline dans la vie de Léopold devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Bien qu'il la fasse généralement voyager sous un faux nom, il prit la décision extraordinaire de l'emmener avec lui aux funérailles de la reine Victoria en 1901, un geste qui scandalisa les cours européennes et provoqua une onde de choc à Bruxelles. Lorsque sa propre reine mourut l'année suivante, les dernières contraintes tombèrent, et la position de Caroline fut reconnue de manière plus ouverte. Ironiquement, cette exhibition éhontée de sa maîtresse coûta à Léopold plus de popularité dans son propre pays que même ses crimes brutaux au Congo, comme nous le verrons bientôt. Finalement, le couple eut 2 enfants ensemble. En février 1906, un fils nommé Lucien Philippe est né. Un deuxième fils, Philippe Henri, suivit en octobre 1907,
La naissance de 2 fils compliqua encore davantage la relation. Bien qu'il soit né hors mariage, le seul fils de Léopold avec sa première épouse était mort dans son enfance. Et puisque les femmes ne pouvaient pas accéder au trône selon la loi belge, il a été tenté de reconnaître ses fils issus de sa relation avec la croix, afin que l'un de ses enfants puisse lui succéder. Finalement, il ne le fera jamais, et à sa mort en 1909, il sera remplacé par son neveu Albert. Des rumeurs persistèrent après la mort de son épouse, affirmant que Léopold aurait secrètement épousé Caroline, une union qui aurait été scandaleuse même si elle n'avait pas été une ancienne courtisane de près de 50 ans, sa cadette. Ceci s'explique par le fait qu'une telle union était considérée comme un mariage morganatique, c'est-à-dire une union entre des personnes de rang social inégal. Même si de tels mariages sont devenus largement acceptés à l'époque moderne, jusqu'au milieu du XXe siècle, on attendait des conjoints royaux qu'ils viennent d'autres maisons royales ou de la plus haute aristocratie. Tout ce qui était en deçà violait la tradition dynastique et suscitait généralement une forte opposition. Ces rumeurs ont atteint leur paroxysme en 1906, lorsque des journaux du monde entier ont commencé à publier des articles affirmant que Léopold avait épousé Caroline. Par exemple, juste après Noël 1906, le journal The Star, en Nouvelle-Zélande, a publié un portrait d'elle intitulé « L'épouse morganatique du souverain de Belgique ». Il suggérait essentiellement, sans apporter aucune preuve, qu'un mariage avait déjà eu lieu, que Caroline avait déjà contracté un mariage morganatique avec Léopold, et qu'elle complotait pour que ses enfants soient reconnus dans la ligne de succession au trône de Belgique. En réalité, il n'existe aucune preuve suggérant qu'une telle union précoce ait jamais eu lieu. Caroline n'a finalement réussi à convaincre Léopold de l'épouser que dans les derniers jours de sa vie. La rumeur persistante selon laquelle il se serait marié dès 1906 est née lorsque le roi l'a soudainement élevé au rang de baronne von après la naissance de leur premier fils. Ce mois de février-là, un acte si extraordinaire que beaucoup ont supposé qu'il ne pouvait être scellé que par le mariage. Nous aborderons bientôt les derniers jours de Léopold, mais examinons d'abord ses conditions de vie dans les années 1900. À l'époque, Léopold était l'une des personnes les plus riches de la planète. Cela était dû à ses possessions coloniales en Afrique. Au plus fort de la ruée coloniale sur l'Afrique, Léopold avait acquis le contrôle de la vaste région du Congo lors du Congrès de Berlin en 1884. Contrairement à des pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui acquéraient des colonies à travers le continent à l'époque, le Congo n'est pas devenu une colonie de la Belgique. Au lieu de cela, c'était un fief privé appartenant personnellement à Léopold. Au cours des 24 années suivantes, il l'a exploité de manière intensive pour en tirer des matières premières telles que le caoutchouc et l'ivoire. Aujourd'hui, toute la brutalité de son règne a été révélée, montrant que Léopold y avait déployé ses forces privées pour pratiquer l'esclavage de masse et commettre des actes horribles afin de maximiser ses profits. Ce faisant, il est devenu immensément riche. En Belgique, Caroline est rapidement devenue extrêmement impopulaire lorsqu'il est apparu que l'immense richesse que Léopold tirait du Congo n'enrichissait pas la nation, mais finançait sa vie privée avec une femme assez jeune pour être sa petite-fille. Caroline est devenue la bénéficiaire la plus visible de ce pillage, récompensée par un grand manoir à Bruxelles, doté de personnel et meublé aux frais de la royauté, ainsi qu'un refuge somptueux sur la côte d'Azur, la Villa La Leopolda, et un flux apparemment inépuisable d'argent liquide pour satisfaire tous ses caprices alors qu'elle faisait du shopping et voyageait à travers l'Europe aux côtés du roi. Lorsqu'elle se plaignit que ses virées shopping à Bruxelles étaient écourtées à cause des horaires de train, le roi fit simplement retarder le service express d'1 heure, garantissant ainsi un départ plus tardif du centre-ville vers Larkin, où son manoir se trouvait en périphérie de la capitale. Mais tout cela était de l'argent taché de sang, amassé sur le dos des crimes commis par les fonctionnaires de Léopold au Congo. En conséquence, elle devint bientôt connue sous le nom de Reine du Congo. En 1908, ces crimes étaient devenus connus en Europe, et le gouvernement belge retira la colonie à Léopold pour la placer sous son contrôle direct. Malgré toutes les richesses qu'elle avait acquises grâce à son amant, Caroline continuait à voir son ancien proxénète, Antoine-Emmanuel Duriau. Il l'avait suivie à Bruxelles et vivait vraisemblablement là-bas grâce à l'argent qu'il avait obtenu d'elle. À l'occasion, on l'a même remarqué entrant et sortant de chez elle, et ses tentatives de dissimuler cela en prétendant qu'il était son frère n'ont fonctionné qu'un temps.
Léopold s'est vite rendu compte que quelque chose se passait et sa jalousie a grandi. Après l'avoir confronté, il a ordonné que tous les obstacles visuels entre sa maison et son palais voisin soient démolis. Ainsi, il pouvait regarder directement à travers le domaine et garder un œil constant sur elle, ainsi que sur toute personne qui oserait lui rendre visite. Début décembre 1909, Léopold est tombé gravement malade. Puis, le 12 décembre, après des années à refuser de le faire, il a finalement épousé Caroline. Il est mort 5 jours plus tard, à l'âge de 74 ans, et a été remplacé par son neveu Albert. La controverse a éclaté immédiatement. Léopold avait arrangé son testament et ses finances pour que l'essentiel revienne à Caroline ou soit placé dans des fiducies et sociétés écrans pour leurs 2 fils à leur majorité. Le montant exact reste incertain à ce jour, mais il s'élevait presque certainement à plusieurs dizaines de millions à l'époque, ce qui équivaut à environ 1 milliard de dollars ou plus en valeur actuelle. Léopold entretenait depuis des années des relations tendues avec ses filles de son premier mariage, qui ont reçu environ 6 millions de francs à partager. Cela ne représentait qu'une petite partie de l'immense fortune qu'il avait acquise grâce à ses actions épouvantables au Congo, et de toute façon, cela leur a essentiellement été accordé par l'État belge plutôt que par le testament de Léopold. Sur son lit de mort, le roi avait même refusé de voir ses filles, mais Caroline était présente lorsqu'il est décédé. Des procédures judiciaires ont débuté à la mort de Léopold, ses filles réclamant une part plus importante de la succession. Le roi Albert a aussi cherché à reprendre une partie des biens légués par Léopold à sa maîtresse. Par exemple, elle a été expulsée de la villa La Leopolda sur la Côte d'Azur que le nouveau roi des Belges a réquisitionnée pour la remettre en possession de la couronne belge. Caroline est alors devenue encore plus détestée par le public belge, et à au moins une occasion sa calèche a été saisie et bombardée de pierres dans les rues de Bruxelles. Pourtant, elle semblait largement indifférente à l'hostilité ou à sa réputation. Au lieu de cela, elle épousa Doria, qui la voyait de temps en temps pendant les 9 ans et demi où elle était la maîtresse de Léopold. Étrangement, après avoir prolongé leur relation clandestine et particulière pendant près d'une décennie, le mariage s'est avéré être leur perte. L'union s'est rapidement détériorée et ils ont divorcé en 1913. Caroline a mené une vie fastueuse après la mort de Léopold, ainsi que son second mariage et divorce, malgré les procès et autres obstacles. Elle avait hérité d'au moins 7 millions de dollars américains de sa succession, et peut-être plus encore, une véritable fortune de nos jours. Elle a eu plusieurs prétendants nobles en Europe occidentale, mais ne s'est jamais remariée. Son fils cadet, Philippe, est décédé en 1914, mais son fils aîné a vécu longtemps jusqu'en 1984 avec le titre de duc de Telfjordan. La fin de vie de Caroline fut relativement sans histoire, surtout en comparaison avec les années 1900 et les années 1910. Elle menait une existence tranquille et très confortable. Dans une démarche quelque peu étrange, après que la controverse autour d'elle se soit apaisée et que l'Europe l'ait en grande partie oubliée, Caroline décida de faire rédiger ses mémoires dans les années 1930. Il a été publié en 1937 sous le titre anglais A Commoner Married a King, raconté par la baronne de Vohan à Polfour. Les historiens ont généralement abordé le contenu des mémoires avec prudence, car de nombreux éléments que Caroline a rapportés dans ses conversations avec Four pourraient ne pas avoir été exacts ou simplement servir ses propres intérêts. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et est décédée dans le sud-ouest de la France le 12 février 1948 à l'âge de 64 ans. À la fin des années 1780, une courtisane d'origine turque du nom de Zofia Potocka, qui s'est fait connaître dans toutes les cours d'Europe. Quelques années plus tôt, elle avait entamé une relation avec le prince Grigori Potemkin, le plus célèbre commandant militaire russe de son époque, et secrètement l'époux de la reine Catherine, la Grande de Russie. Mais qui était Zofia Potocka et comment est-elle devenue l'une des courtisanes les plus célèbres d'Europe ? La femme qui allait devenir l'une des courtisanes les plus célèbres du XVIIIe siècle est née dans des circonstances relativement modestes. Le 11 janvier 1760, dans la ville de Bursa, au nord-ouest de la Turquie, sur les terres de ce qui était alors l'Empire ottoman. Elle est née sous le nom de Sophia Klavon, son père étant Constantin Klavon, un marchand de bétail d'origine grecque.
Peu de temps avant qu'elle n'atteigne l'adolescence, les Clavone ont quitté Bursa pour s'installer dans la capitale ottomane, Istanbul, en 1772. Sa vie allait connaître plusieurs bouleversements dans les années qui suivirent. En 1775, le père de Zofia est décédé. Puis, un an plus tard, en 1776, la maison familiale fut détruite lors de l'un des grands incendies, qui éclataient périodiquement et ravageaient en saté les quartiers clés résidentiels surpeuplés de la ville au XVIIe et XVIIIe siècle. En raison de leur dénuement, la mère de Zofia, Maria, se sentit alors obligée de vendre 2 de ses filles, dont Zofia à l'ambassadeur polonais à la cour du sultan à Istanbul. Karol Boskamp Lazopolski, un diplomate d'origine néerlandaise au service de la République des Deux Nations. L'ambassadeur était bien connu pour fournir des femmes à la cour du roi Stanislas II Auguste de Pologne à Varsovie. À ce moment-là, Boskamp a pris Zofia et sa sœur sous son aile, temporairement. Elles ont été installées dans une de ses résidences près d'Istanbul et ont reçu une éducation avancée. Par exemple, pendant cette période, Zofia a appris à parler le français, la langue véhiculaire des cours européennes à l'époque. C'était en fait une formation pour qu'elle puisse s'intégrer à la société de cour de l'Europe du XVIIIe siècle. C'est alors qu'elle était sous la garde de Boskamp que Zofia rencontra pour la première fois Joseph de Witt, un noble polonais également d'origine néerlandaise. Épris de Zofia, il manœuvra pour l'épouser en 1779. Et ils retournèrent dans sa Pologne natale, s'installant près de Kamianetsin, qui fait aujourd'hui partie de l'ouest de l'Ukraine, mais qui se trouvait alors à la périphérie orientale de la République des Deux Nations. Ici, le père de Joseph avait établi une base de pouvoir plus tôt dans le siècle, faisant des De Witt une force politique importante à la frontière polono-russe. En 1781, le jeune couple entreprit un grand tour des capitales européennes. Partant de Varsovie, ils voyagèrent vers l'ouest pour visiter les cours aristocratiques de Berlin, Vienne, Venise, Rome et Paris. C'est au cours de ce voyage à travers l'Europe que Zofia attira pour la première fois l'attention internationale. Bien qu'elle soit issue d'un milieu modeste et qu'elle manque d'expérience dans les cours aristocratiques d'Europe, avec toutes leurs formalités et leurs fastes, Zofia s'est bien acclimatée à son nouvel environnement. Elle fut rapidement appréciée pour son charme et célèbre pour sa beauté, devenant curieusement connue pour l'expression « Mes yeux tremblent, mes yeux me font mal ». En raison de sa renommée croissante en tant que l'une des plus belles courtisanes d'Europe, on la voit commencer à poser pour une série de portraits, à cette époque, une pratique qui se poursuivra pendant de nombreuses années. Le plus célèbre d'entre eux sera réalisé vers le tournant du siècle par le peintre allemand Johann Baptist von Lampi, l'aîné. Au fur et à mesure de leur progression à travers le continent, Zofia a également entretenu diverses relations sexuelles avec des membres éminents de plusieurs cours aristocratiques qu'ils ont visités. Culminant à Paris, où l'on raconte qu'elle aurait eu une relation non pas avec un, mais avec 2 des frères de Louis XVI. Il s'agissait de Louis Stanislas Xavier, qui deviendrait un jour roi de France lui-même sous le nom de Louis XVIII entre 1814 et 1824, et de Charles-Philippe, le futur Charles X de France, de 1824 à 1830. On ne sait pas exactement quels troubles ces liaisons ont causé entre Zofia et son mari. Bien que Joseph ait dû être au courant des infidélités répétées de sa femme, tant elles furent nombreuses tout au long des années 1780 et jusque dans les années 1790. De même, il n'est pas évident de savoir quels troubles ces liaisons ont causé dans les cours que les De Witt ont fréquentés. Peut-être sans surprise, compte tenu de sa promiscuité, Zofia donna naissance à un fils alors qu'elle se trouvait à Paris, à la fin de l'année 1781. Il n'est pas clair si l'enfant était celui de son mari ou s'il était illégitime, et il semble plausible que Zofia elle-même n'en soit pas totalement certaine. Ainsi, c'est avec un nourrisson à la filiation douteuse que les De Witt rentrèrent en Pologne en 1782 après avoir traversé les terres de l'archiduc d'Autriche lors de leur voyage de retour. Les De Witt retournèrent dans la demeure ancestrale de Joseph à Kamianets, où il succéda à son père en tant que gouverneur de la région en 1700.
1785. Ainsi, au cours du milieu des années 1780, Zofia Clawon, la fille d'un marchand de bétail originaire de Turquie, devint de fait la femme la plus en vue du gouvernement régional dans la région frontalière de l'est de la Pologne et de l'ouest de l'Ukraine. Pourtant, son engagement le plus infâme restait à venir. Dans la seconde moitié des années 1780, la République des deux nations entra dans une période de modernisation et de réformes approfondies. Cela aboutirait finalement à une nouvelle constitution pour le pays en 1791. Celle-ci est souvent décrite comme la première constitution écrite moderne d'Europe. Et celle-ci a été, dans une certaine mesure, calquée sur celle des États-Unis. Mais une question tout aussi pressante pour la République dans les années 1780 était sa position internationale. La Pologne était effectivement entourée, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par plusieurs États bien plus puissants, à savoir la Prusse à l'ouest, l'Autriche au sud-ouest et la Russie à l'est. Dès 1772, ces trois puissances avaient déjà arraché une partie du territoire de la République. À la fin des années 1780, la République des deux nations tenta alors d'empêcher tout nouvel empiètement en s'alliant avec l'une ou plusieurs de ces puissances. Ces efforts se sont concentrés sur la Russie en 1787 et 1788. En tant que personnalité politique importante à la frontière polono-russe, Joseph de Witt fut une figure de proue dans ces négociations. Et c'est à travers ces événements que Zofia entra en contact avec le prince Grigori Potemkin. Le prince Grigori Alexandrovitch Potemkin était un homme d'État et commandant militaire russe qui approchait de sa 50e année lorsqu'il rencontra Zofia. Il était né dans une famille russe de la classe moyenne et était entré dans l'armée dès son plus jeune âge. En tant qu'officier à Saint-Pétersbourg, il s'est fait remarquer en 1762 pour son rôle dans un coup d'État qui a permis à la reine Catherine de prendre le pouvoir en Russie en renversant son propre mari, le tsar Pierre III. Potemkin était devenu célèbre à la fin des années 1760 et au début des années 1770 pour son rôle dans la guerre russo-turque de 1768 à 1774, au cours de laquelle la Russie a acquis de vastes territoires autour de la Crimée et de la Moldavie. Par la suite, il devint l'amant de Catherine dans les années 1770 et fut récompensé par elle pour ses services en étant fait prince de l'Empire russe. Il semble presque certain que lui et Catherine se sont mariés en secret à un moment donné au début ou au milieu des années 1780, bien que cela soit resté un secret strictement gardé. Ainsi, la position de Grigori au sein de la Russie était plus importante que ce que la plupart de ses contemporains savaient. Il a également servi comme gouverneur des provinces du Sud, s'étendant des confins de l'Oural vers le sud-ouest jusqu'à la Crimée, la mer Noire et les rives de la mer Caspienne. Son rôle continu dans cette région allait le mettre en contact avec Zofia. La cause immédiate de leur rencontre était liée aux négociations entre la République des deux nations et la Russie, pour s'allier à la fin des années 1780. Et au déclenchement de la reprise de la guerre entre la Russie et l'Empire ottoman en 1787. La guerre, ça a été provoquée par les Ottomans, qui étaient un ton rancunier de la victoire de la Russie lors du conflit 15 ans plus tôt et de l'annexion complète de la Crimée par la Russie en 1783. Enfin, c'est ça, 300 ans. Or, en 1787, de nouveaux combats ont éclaté. Une grande partie des combats allait se concentrer autour du sud de l'Ukraine, de la Moldavie et des frontières sud-est de la Pologne, où il existait une frontière terrestre entre la Russie et l'Empire ottoman. Étant donné la proximité de Kamianets avec le front de guerre, les De Witt étaient fortement impliqués dans la réponse polonaise à la guerre. Avec ses origines turques, Zofia était officieusement chargée de gérer une grande partie des relations diplomatiques triangulaires entre la République des deux nations, la Russie et les Turcs pendant le conflit. La guerre russo-turque s'est finalement terminée en 1792, les Ottomans ayant été effectivement vaincus et contraints d'accepter la domination de la Russie sur la région de Crimée. Potemkin n'a cependant pas vécu assez longtemps pour voir la fin de la guerre.
Le 16 octobre 1791, il est mort alors qu'il était en campagne autour de l'actuel Vandău, dans le nord de la Roumanie. De nombreuses théories ont été avancées sur la cause de sa mort, certains suggérant qu'il a été empoisonné. Pourtant, la raison la plus probable de son décès était une maladie provoquée par une pneumonie bronchique. La relation de Zofia avec Potemkin semblait toujours en cours au moment de sa mort, bien qu'elle fût de notoriété publique. Plus tôt, en 1791, elle avait voyagé avec le prince à Saint-Pétersbourg et, pendant son séjour, elle avait été présentée ouvertement à la haute société russe comme la maîtresse de Potemkin. À la mort de Potemkin, elle s'est retirée de la société russe et s'est réinstallée en Pologne. On sait moins de choses sur la vie ultérieure de Sophie. En 1796, après être retournée en Pologne, elle a divorcé de son mari, Józef de Witt. Elle a ensuite épousé Stanisław Tęskey-Potocki en 1789, un haut noble polonais et un important commandant militaire de la République des Deux Nations. C'est de ce mariage que provient son nom de famille le plus connu, Potocka. Le deuxième mariage de Zofia semble avoir été temporairement plus stable que le premier. En 1798, un fils nommé Alexandre est né. La date de sa naissance indique que Zofia était enceinte avant son mariage avec Stanisław et que leur union n'avait été retardée que parce que Stanisław avait déjà été marié et devait obtenir un divorce avant d'épouser Zofia. Deux autres fils sont nés en 1800 et 1805 ainsi que deux filles. Cependant, Zofia a continué à avoir plusieurs liaisons extra-conjugales au cours de ces années. Plus controversé encore, son mari s'est de plus en plus impliqué dans une série de conspirations contre l'État polonais au début du XIXe siècle. Finalement, cela conduirait à des accusations de trahison portées contre lui, des accusations qui l'ont poussé à fuir la Pologne en 1804. Il est mort l'année suivante en exil, laissant Zofia veuve avec 5 jeunes enfants. Elle a fait en sorte que presque toute la succession de son défunt mari lui soit transmise après sa mort. En conséquence, dans la seconde moitié de la première décennie du XIXe siècle, et pendant toute la décennie suivante, elle a pu mener une vie relativement confortable en élevant ses 5 enfants en Pologne. Zofia Potocka est décédée le 24 novembre 1822. Elle était tombée malade quelques mois plus tôt et s'était rendue dans la capitale prussienne, Berlin, pour bénéficier de soins de santé plus avancés que ceux disponibles en Pologne à l'époque. C'est là qu'elle est décédée en novembre 1822. Réputée de son vivant pour sa beauté, plusieurs portraits d'elle subsistent aujourd'hui pour en témoigner. Sa vie est peut-être des plus intéressantes car elle démontre à quel point les mœurs étaient libres, même au sein des mariages très en vue qui dominaient les cours aristocratiques d'Europe à la fin de l'Ancien Régime. Cependant, c'est sa relation avec Potemkin qui fait qu'on se souvient surtout d'elle aujourd'hui. Amy Lyons était née fille de forgeron à Swan College, dans le Cheshire en Angleterre, au printemps 1765. Elle a ensuite adopté le nom d'Emma Hart, puis a épousé Sir William Hamilton, l'ambassadeur britannique auprès de la cour de Naples, dans le sud de l'Italie. Et elle est ensuite devenue la maîtresse d'Horatio Nelson, le plus grand commandant naval britannique pendant les guerres napoléoniennes. Et leur relation allait plus tard scandaliser la société britannique au début du XIXe siècle. La femme qui allait plus tard devenir l'une des beautés les plus célèbres de l'époque romantique en Grande-Bretagne et en Europe est née à Swan Cottage près de Neston, dans le Cheshire en Angleterre, le 26 avril 1765. Son père était Henri Lyon, un forgeron qui malheureusement est décédé dans les 7 semaines suivant la naissance d'Emma. Issue d'un milieu relativement pauvre, une situation aggravée par la mort prématurée de son père, Emma n'eut d'autre choix que d'entrer dans la vie active alors qu'elle était encore jeune. Cela s'est produit à l'adolescence, ce qui était assez courant dans la Grande-Bretagne de la première ère industrielle, avant l'introduction de l'éducation primaire universelle. À l'âge de 12 ans, elle travaillait comme domestique, et peu de temps après, elle a déménagé à Londres. Elle a ensuite occupé divers autres emplois. C'est pendant son adolescence qu'elle a pris le nom d'Emma Hart,
et a commencé une relation avec Charles Greville, un antiquaire britannique et membre du Parlement entre 1774 et 1790. Leur relation a duré 4 ans, période durant laquelle Emma aurait également travaillé pour le flamboyant homme de spectacle et charlatan James Graham. En 1785, Greville mit fin à cette longue relation en envoyant Emma chez son oncle, Sir William Hamilton, qui était alors plénipotentiaire britannique à la cour de Naples, où elle arriva en 1786. Emma épousa ensuite Hamilton en 1791 et, en tant que femme dans la vingtaine à la cour de Naples, elle devint hôtesse. Là, elle rencontra de nombreuses grandes figures littéraires européennes et devint également le sujet de nombreux portraits, notamment par des artistes portraitistes célèbres de l'époque, tels que Gavin Hamilton, Élisabeth Vigée-Lebrun et Angelica Kauffmann. Ces portraits représentaient Emma dans le style classique et mythologique, la montrant souvent sous les traits de personnages tels que Médée, Ariane et Cléopâtre, et commencèrent à établir sa renommée à travers l'Europe. En particulier, la représentation d'Emma par James Gillray devint très connue. Cependant, au-delà d'être simplement un modèle pour des œuvres artistiques, Emma sut exploiter son talent pour l'imitation et la conception du genre de l'époque à son propre avantage. Elle était, par exemple, une excellente hôtesse capable de charmer les hommes de pouvoir. Cela jouerait un rôle dans sa relation ultérieure avec Horatio Nelson. La vie d'Emma à la cour napolitaine, entre le milieu des années 1780 et la fin des années 1790, se déroulait dans le contexte de grands bouleversements politiques à travers l'Europe. En 1789, une révolution en France renversa le gouvernement monarchique du roi Louis XVI. Finalement, dans les années qui suivirent, cela s'intensifia et mena à l'exécution de Louis par le gouvernement révolutionnaire français en 1793. La République française était ainsi devenue un ennemi politique pour pratiquement toutes les grandes puissances européennes. Celles-ci étaient profondément troublées par l'idée que les principes révolutionnaires adoptés en France viendraient en perturber leur propre situation politique. En conséquence, peu après le déclenchement de la Révolution française de 1789, la France se retrouverait constamment en guerre contre des pays comme l'Autriche, la Prusse, la Russie et surtout la Grande-Bretagne. C'est dans ce contexte qu'Horatio Nelson arriva à la cour des Bourbons à Naples en 1793. À cette époque, Nelson était déjà un amiral de premier plan de la Royal Navy, ayant occupé de nombreux commandements importants en Méditerranée. Il portait le poids de sa carrière. Il avait perdu la vue d'un œil lors d'un engagement près de la Corse, peu de temps avant son arrivée à Naples. En tant que commandant chevronné dans ces eaux, la tâche de Nelson à l'automne 1793 était de rassembler des renforts pour le conflit renouvelé entre la France et les puissances européennes. Ce n'était qu'une première étape de ce qui allait devenir la vaste campagne méditerranéenne. De 1793 à 1796, une longue série d'engagements navals eut lieu entre la Royal Navy britannique stationnée dans les ports d'Italie et la flotte révolutionnaire française à Toulon, dans le sud de la France. De cette opération navale prolongée dépendait l'issue de la bataille pour le contrôle de la péninsule italienne. La mission mènerait également à la rencontre de Nelson avec Lady Emma Hamilton. Emma fut présentée à Nelson très peu de temps après son arrivée dans le sud de l'Italie. C'était en tant qu'épouse de l'envoyé britannique à la cour napolitaine, Sir William ou Lord Hamilton. Non seulement Emma était donc mariée, mais Nelson l'était aussi, ayant épousé Fanny Nisbet en 1787. Fanny était une épouse dévouée et, tandis que Lord Hamilton allait bientôt accepter la liaison entre Lady Emma et Nelson, l'épouse de l'amiral ne l'a jamais fait. Une attirance fut rapidement évidente entre Lady Hamilton et l'amiral Nelson. Les Hamilton ont invité Nelson à séjourner dans leur résidence officielle pendant qu'il était à Naples pour rallier du soutien aux efforts britanniques en Méditerranée. Lorsqu'il laissait partir quelques jours plus tard, il était évident qu'ils s'étaient mutuellement fait une impression durable. Là, l'affaire aurait pu s'arrêter, mais 5 ans plus tard, Nelson se retrouva de nouveau à Naples. À cette époque, les Français prenaient de
de plus en plus l'ascendant sur toute l'Europe continentale, menée militairement par un brillant général du nom de Napoléon Bonaparte, un homme qui allait ensuite se proclamer empereur de France. Cependant, si Bonaparte dominait sur terre, Nelson était le plus grand commandant naval de son époque, un fait qui a été confirmé par la victoire monumentale sur les Français à la bataille du Nil en août 1798. C'est en rentrant à travers la Méditerranée qu'il s'arrêta à Naples à la fin du mois de septembre 1798. Lady Hamilton a sans doute été choquée par l'apparence changée de Nelson. Il avait perdu son bras droit depuis sa première visite et avait vieilli prématurément après des années en mer. Les Hamilton l'ont accueilli comme leur invité à Naples et il y eut bientôt une véritable relation entre Emma, âgée de 33 ans, et l'amiral, âgé de 40 ans. Lord Hamilton, pour de nombreuses raisons qui ne sont peut-être pas tout à fait claires, décida de fermer les yeux sur les infidélités de sa femme avec leur invité. Il semble probable que Hamilton était stérile et que la culpabilité de ne pas pouvoir donner d'enfant à Emma a pu contribuer à sa volonté de laisser sa femme entretenir cette liaison. En novembre 1798, la nouvelle de la liaison de Nelson en Italie était parvenue aux journaux britanniques. Désormais, Lady Emma et son amant déjà célèbre allaient en faire l'objet d'une attention médiatique soutenue en Angleterre. Certaines de leurs actions suscitaient simplement un intérêt passager, mais la plupart de la haute société britannique était scandalisée. Cette obsession pour le couple ne ferait que grandir dans les années à venir, alors qu'ils rentreraient tous les trois en Angleterre. En 1799, une révolte populaire éclata à Naples et conduisit finalement Napoléon à y imposer une nouvelle famille royale française. Au fil de ces événements, de nombreux membres de l'ambassade et de la communauté britannique, installés lors des guerres contre la France dans les années 1790, commencèrent à rentrer en Grande-Bretagne. Lorsqu'ils arrivèrent à Londres en novembre 1800, des tensions surgirent immédiatement entre Nelson, sa maîtresse, et Lord Hamilton d'un côté, et l'épouse de Nelson ainsi que le reste de sa famille de l'autre. L'affaire était bien connue de tous les concernés avant leur retour en Grande-Bretagne, mais la présence physique du trio de retour en Angleterre créa des tensions qui ne pouvaient désormais plus être facilement ignorées. La situation s'aggrava lorsque l'épouse de Nelson, Fanny, se rendit rapidement compte que Lady Emma était enceinte de l'enfant de Nelson. Contrairement au mari d'Emma, Lord Hamilton, elle n'accepterait jamais volontairement cette liaison. Dans un effort pour préserver la paix, Nelson s'installa avec sa femme et leur famille, tandis que les Hamilton vivaient séparément à plusieurs adresses à Londres. Pourtant, lorsque Fanny lança un ultimatum à Nelson pour qu'il choisisse entre elle ou Lady Emma, cela le poussa à prendre sa décision. Peu de temps avant de reprendre du service actif dans la marine en 1801, il entama une procédure officielle de séparation avec Fanny, ce qui était bien plus inhabituel au début du XIXe siècle que cela ne l'est de nos jours. De plus, à la fin janvier 1801, la fille de Nelson et Emma est née. Ils l'ont appelée Horatia. À ce moment-là, alors que Nelson était absent à l'étranger en service actif dans la marine, Emma avait commencé à fréquenter la haute société anglaise dans le but de rallier l'opinion publique à sa cause et à celle de Nelson. Fait remarquable, cela aurait pu alimenter encore davantage les rumeurs à Londres. Lors de l'un de ces événements mondains, le prince de Galles, le futur roi George IV, tomba amoureux de Lady Emma, bien que ses avances n'eurent aucune suite. Cet automne-là, sur les conseils d'Emma, Nelson organisa l'achat de Merton Place, une maison à Wimbledon où ils vivaient désormais ensemble, ouvertement. Lady Emma, Lord Hamilton et l'amiral Nelson, après son retour en Angleterre. Lorsque le traité d'Amiens de mars 1802 mit fin, une fois de plus, brièvement, à la guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Lord Hamilton est décédé en avril 1803, ce qui a finalement atténué certaines des critiques que la société londonienne continuait d'adresser au ménage à trois dans lequel il vivait. Mais Lady Emma et l'amiral Nelson ne purent pas profiter d'une relation conjugale plus conventionnelle, car Lord Nelson ne survécut à Hamilton que de 2 ans. Nelson, l'homme qui avait subi tant de blessures au cours de sa carrière navale, succomba finalement à l'une d'elles en 1805. La paix entre la Grande-Bretagne et la France ne dura qu'1 an après le traité d'Amiens.
En mai 1803, ce que l'on appelle généralement la guerre de la Troisième Coalition éclata avec la Grande-Bretagne, la Russie, la Suède et l'Autriche, s'unissant contre la France et ses États satellites européens, dont l'Italie et l'Espagne. L'une des principales stratégies de Napoléon dans ce conflit renouvelé fut de tenter une invasion de la Grande-Bretagne. Mais pour cela, il devait faire passer la marine française, qui était principalement stationnée en Méditerranée, par le détroit de Gibraltar et la faire remonter vers la Manche. Lorsque cela fut tenté en 1805, Nelson reçut pour mission d'empêcher l'opération. Le 21 novembre, la Royal Navy britannique, dirigée par Nelson, a vaincu une flotte franco-espagnole conjointe à Trafalgar, au large des côtes du sud-ouest de l'Espagne. Aucune force d'invasion française ne pouvait désormais passer de la France à la Grande-Bretagne, mais la victoire la plus glorieuse de Nelson fut aussi sa dernière. Il a été grièvement blessé pendant l'engagement et est mort seulement 3 heures plus tard. Emma a été dévastée en apprenant la nouvelle en Angleterre. Elle est restée alitée de chagrin pendant plusieurs semaines, mais à long terme, il y avait la question du testament de Nelson à régler. L'État britannique était déterminé à exclure Lady Emma autant que possible. Lors du partage de la succession de l'amiral, et contrairement aux propres souhaits de Nelson, à savoir que ses terres et sa fortune soient équitablement et également réparties entre Emma et sa famille légitime, cela fut ignoré. Emma reçut un paiement de 2000 livres, la maison de Merton, et une rente annuelle de 500 livres. Mais le coût d'entretien de Merton étant bien supérieur à cette rente, elle se retrouva rapidement en difficulté financière. De plus, la rente annuelle de 500 livres fit l'objet d'une nouvelle bataille juridique avec la famille de Nelson. En conséquence, en 1808, elle avait plus de 15 000 livres de dettes et les tentatives de vendre Merton furent infructueuses. Le dénouement de tout cet épisode n'eut lieu qu'en 1812, lorsque Lady Hamilton fut brièvement emprisonnée pour ne pas avoir pu honorer le remboursement de ses énormes dettes. Des problèmes de santé se succédèrent les années suivantes. Finalement, des amis réussirent à réunir une certaine somme d'argent, ce qui permit à Lady Emma et à sa fille Horatia de s'enfuir à Calais, en France. Pourtant, elle mourut ici seulement 1 an plus tard, à l'âge de 49 ans, s'enfonçant de plus en plus dans l'alcoolisme et l'obésité dans les dernières années de sa vie. Une fin tragique pour une femme qui avait autrefois été célèbre dans toute l'Europe pour les portraits mettant en valeur sa beauté. Pourtant, elle est encore bien connue aujourd'hui, ayant fait l'objet de nombreux livres, chansons et films au cours du XXe siècle. Plus particulièrement, le film de 1973 La quête de la nation, avec Glenda Jackson et Peter Finch, ainsi que le roman de Susan Sontag de 1992, L'amant du volcan, une romance. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces mystères, j'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez vos avis sur le direct en commentaire. Et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous. Voulez-vous plus de compilations ou préférez-vous que ce soit seulement une fois par mois ? Quoi qu'il en soit, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et j'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Bref, c'est tout pour moi, donc je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.